Bonjour à tous et à toutes, et merci à Pop en Stock de m'accueillir aujourd'hui à ce colloque. Je suis très content d'être ici pour essayer d'explorer avec vous un sujet qui me tient à cœur, qui me travaille depuis longtemps. C'est-à-dire ce croisement ou ce prolongement possible entre la figure du cyborg et le concept de la femme inconnue, tel que le philosophe Stanley Cavell l'a défini dans son livre Contesting Tears, ou La protestation des larmes en français, d'où mon titre ici, La protestation du cyborg. Mais je dois bien avouer en fait que cette idée n'est pas de moi. Elle m'a été suggérée en fait par Scarlett Johansson. Alors je tiens à préciser d'emblée que je vais parler ici de la philosophie de Scarlett Johansson et non de celle de Cavell. L'actrice, c'est pas une manière pour moi d'illustrer le philosophe, c'est plutôt Cavell qui a un rôle utilitaire, en ce qu'il me fournit un vocabulaire me permettant de traduire ce que Scarlett Johansson exprime par son corps et ses choix de rôle. Comme j'aime bien le dire quand j'aborde les stars, mon rôle ici est de laisser parler Scarlett, de trouver les mots pour exposer sa philosophie et non en échafauder une sur son dos. Dans le même ordre d'idée, même si ça va rester un peu en filigrane de ce dont je vais parler, mon objectif est aussi de montrer comment les stars sont leur propre genre, leur propre franchise, travaillant la reprise à leur façon et allant souvent en rupture avec la franchise proprement dite ou le matériel préexistant dans lequel la star s'insère tel un corps étranger. Ce qui signifie aussi qu'on pourrait étendre ce qui suit à d'autres stars contemporaines, mais dans le but de ne pas trop s'éparpiller, je vais donc me concentrer sur Scarlett Johansson et sur ce film étonnant qui est The Nanny Diaries. Donc, dans ce film, Scarlett interprète une étudiante en anthropologie qui, le temps d'un été, devient nanny dans une riche banlieue de New York. Dans une riche famille, pardon. Si vous êtes familier avec l'œuvre de Scarlett, vous avez peut-être déjà noté qu'elle joue souvent le rôle d'une étrangère, d'une Américaine à Tokyo, d'une Américaine à Londres, d'une extraterrestre en Écosse, d'une intelligence artificielle qui découvre notre monde, d'une servante pour un peintre ou ici pour des gens de la haute société. Scarlett, c'est celle qui se promène dans les marges d'un monde où elle ne trouve pas sa place. Un monde qu'elle observe, toujours curieuse, depuis une position privilégiée. De Lost in Translation à Ghost in the Shell, comme on le voit ici, sa position est toujours la même. C'est celle, plus ou moins, d'une spectatrice de cinéma, observant de loin le monde à travers un cadre, tenue à distance par cette fenêtre qui agit comme une toile, un écran entre elle et le monde. Dans le cas de Nanny Diaries, elle est tenue à distance parce qu'elle ne pourrait pas s'intégrer aux familles du Upper East Side pour qui elle travaille. Elle ne pourrait pas faire partie de ce monde parce que pour ses employeurs, Scarlett n'a pas de voix. Ils ne pourraient pas reconnaître qu'elle a une existence en dehors de son travail de nanny. Dans les termes de Cavell, Scarlett n'est pas reconnue. C'est-à-dire qu'elle n'est pas reconnue comme être humain, elle est traitée comme une esclave, sans individualité. Le film le signifie d'ailleurs de manière ingénieuse. Le personnage de Scarlett se nomme Annie, et quand elle se présente pour la première fois à Madame X, sa future patronne, Madame X entend Nanny. L'individualité d'Annie, son nom, a été effacée par Madame X qui n'entend que sa fonction désirée, son rôle social, nanny. La nanny est ainsi une créature purement fonctionnelle, sans vie intérieure, au service des autres. L'idée de la femme inconnue, c'est d'abord ça. Dans les mélodrames analysés par Cavell, et en passant, il n'y en a pas beaucoup, il y en a juste 4, c'est 4 films sortis entre 1937 et 1948, soit Stella Dallas, Gaslight, Non Voyager et Letter from an Unknown Woman. Dans ces mélodrames, donc, les femmes ne sont pas reconnues par leur mari en particulier, alors elles tentent de faire entendre leur voix. Ces femmes, comme l'écrit Cavell, sont à la recherche d'une histoire ou de leur droit à raconter leur histoire. Ces films s'inscrivent ainsi en continuité avec cette philosophie anglo-saxonne qu'on nomme le problème des other minds, ou le scepticisme envers les autres esprits. Dans une expérience de pensée sceptique classique, épistémologique, on demande par exemple « Comment savez-vous que vous n'êtes pas présentement en train de rêver ?» Et parce qu'il n'y aurait aucune manière de prouver que vous n'êtes pas en train de rêver cette présentation sur le scepticisme dans Nanny Diaries, une vision qui vous a peut-être été insufflée par un malin génie, comme dirait Descartes, le sceptique va en conclure en l'impossibilité de toute connaissance. Le scepticisme envers les autres esprits, comme Cavell le définit ici, ça fonctionne à plus ou moins de la même manière. Comment savez-vous que j'ai une conscience et que je ne suis pas un robot, un automate, un extraterrestre qui imite l'humain à la perfection? Ou peut-être que j'ai trop confiance en l'évidence de mon humanité. Mais en dehors d'une dissection que j'aimerais mieux éviter, juste à partir de vos sens, il me serait en fait impossible de vous prouver hors de tout doute que je ne suis pas juste une machine sophistiquée. Évidemment, si vous connaissez un peu Scarlett, vous voyez déjà comment ces questions deviennent fondamentales à un moment de sa carrière. Dans Ghost in the Shell, où elle joue un corps synthétique dans lequel on a implanté un cerveau humain, un personnage lui demande « What are you ?» Et le film coupe aussitôt à cette image d'une tête ouverte montrant les mécanismes de l'androïde. On a là toute l'angoisse du personnage, qui a peur de n'être rien de plus que des mécanismes et des circuits faisant bouger un corps artificiel. Cette angoisse se trouve aussi dans Under the Skin, mais cette fois, ce qui est troublant, c'est le fait que Scarlett Johansson, qui au meilleur de mes connaissances est un être humain comme vous et moi, est capable de nous faire croire qu'elle est bel et bien une créature extraterrestre imitant l'humain, et que, comme dans cette image de Ghost in the Shell, il n'y a rien d'humain sous sa peau.
Ces films nous demandent, chacun à leur façon, quel est le lien entre le corps et l'esprit, entre l'extérieur et l'intérieur. Est-ce que l'humanité se réduit à un comportement externe, une manière d'habiter et de faire bouger un corps, ce qui signifie qu'il serait facile pour une créature étrangère de feindre l'humanité en adoptant ses comportements externes? Ou est-ce que notre corps est une façade qui cache notre esprit comme il peut cacher une conscience étrangère, celle d'un extraterrestre? Ce qui expliquerait aussi pourquoi on ne pourrait pas identifier un corps sans conscience, dans le cas de l'automate. D'un côté, on pourrait penser que cette question, est-ce que les autres sont des extraterrestres, n'a pas grand-chose à voir avec notre quotidien. Présentement, je prends pour acquis que je m'adresse à des êtres humains. J'imagine qu'en général, dans votre vie, vous en faites autant. En tout cas, je l'espère. D'un autre côté, c'est une question qui révèle une angoisse qui est bel et bien quotidienne, comme le montre de Nanny Diaries. Au début du film, Scarlett vient de terminer ses études. Elle nous dit en voix off qu'elle ne sait pas qui elle est, ni ce qu'elle veut faire. Alors que plutôt que de chercher sa place dans le monde, elle décide de se retirer du monde en devenant une nanny le temps d'un été. L'emploi de nanny est donc utilisé par Scarlett comme un refuge. Puisqu'Annie ne sait pas qui est Annie, elle devient la nanny de Mme X, ce qui est une manière de ne pas se frotter au monde, de ne pas prendre le risque de s'y blesser, comme en restant derrière une fenêtre. En ce sens, au départ, Scarlett accepte le rôle de la femme inconnue. Elle se met elle-même dans cette position où les autres ne peuvent pas la connaître. Mais en se retirant ici du monde, ce qu'il se passe, c'est qu'aux yeux de Scarlett, le monde est réduit à un diorama du musée de l'histoire naturelle. Les habitants de l'Upper East Side ne sont rien de plus qu'un objet d'étude, des figurines à épingler. En devenant Nanny, une créature anonyme réduite à sa fonction sociale, les autres personnes autour de Scarlett deviennent tout autant anonymes, sans individualité, comme sa patronne qu'elle appelle Madame X. My desire to be an observer of life was actually keeping me from having one, comme elle dit elle-même dans le film. Formulant très bien la position de spectatrice qu'elle adopte dans une formule qui pourrait autant s'appliquer à Under the Skin ou Girl with a Pearl Earring ou Lost in Translation, etc. Et ce qui se tient entre Scarlett et sa présence au monde, c'est sa subjectivité. Une subjectivité qui devient comme un écran derrière lequel elle se retire pour mieux observer, pour reprendre les termes que Cavell utilise dans The Worldview. Pour comprendre ces idées, pensons à ces moments où on constate, par exemple, un écart entre nos gestes, nos intentions et leurs conséquences. Ou quand on se sent trahi, à tort ou à raison, par quelqu'un que l'on croyait connaître, en qui on avait confiance peut-être, ce qui nous donne l'impression de ne pas être transparent face à l'autre. Comme si quelque chose s'interposait entre nous et les autres. D'où aussi ce sentiment de jouer un rôle en société et même souvent de le jouer mal. Ce genre de situation nous rappelle que l'on est fondamentalement isolés les uns des autres. Et devant cette révélation de notre solitude naturelle, il est tentant d'abdiquer et de faire de notre sentiment de séparation un abysse infranchissable. C'est dans ces moments qu'on a envie de rester privé, de renoncer à l'expression plutôt que de risquer d'être à nouveau incompris. Mais le prix de ce scepticisme, qui peut à court terme être très confortable, c'est qu'on vide le monde des autres esprits. Le monde devient mort à nos yeux, mort parce que les autres ne comptent plus pour nous, ne comptent plus comme des êtres humains à part entière, mort parce qu'on épingle le monde dans un diorama de peur qui nous file entre les doigts. Under the Skin, comme Nanny Diaries, représente très bien ce drame du scepticisme. Au départ, Scarlett est refermée sur elle-même. Elle nous semble froide, distante, et de même, le monde à ses yeux est peuplé de coquilles vides. Il n'y a rien sous la peau des proies qu'elle accumule. C'est ce que nous montre une séquence particulièrement horrifiante, quand les corps de ses proies éclatent comme un ballon et qu'il ne reste plus qu'une peau fripée flottant dans le vide. C'est une autre image, comme celle de Ghost in the Shell, jouant sur notre angoisse des corps vides, d'un extérieur sans intérieur. Dans ce film, Scarlett est donc étrangère à notre monde, non pas parce qu'elle est une extraterrestre, mais parce que dans son regard, les autres ne comptent plus comme des êtres humains, comme des pairs. La figure de l'extraterrestre devient une manière d'illustrer un drame tout à fait humain, ou une capacité qu'ont les hommes ou les femmes de se mettre à l'écart du monde. Entre le Field Diary anthropologique, sa recherche sur le terrain pour comprendre une tribu du Upper East Side et son errance dans les rues de l'Écosse, à la recherche de proies qu'elle semble disloquer pour nourrir un besoin de connaissance, il n'y a au fond qu'une différence de degré. Under the Skin est l'illustration cauchemardesque de ce qui est déjà en jeu dans Nanny Diaries. Cet aspect cauchemardesque dans Under the Skin nous montre bien quels sont les risques de l'expression. Vers le milieu du film, Scarlett commence à s'ouvrir au monde. Elle goûte ses saveurs et entretient une relation d'empathie avec un homme. Elle redécouvre alors son corps comme si son humanité lui revenait, comme quelque chose de nouveau qu'elle avait oublié et qu'elle se réapproprie. C'est toute la beauté de cette scène devant un miroir, alors que Scarlett regarde son corps nu, une nudité qui renvoie à la vulnérabilité de sa position, de celle qui ose s'avancer vers le monde et prendre le risque de s'exprimer, de révéler quelque chose de soi. Mais en même temps, même si elle se révèle, Scarlett nous échappe, c'est-à-dire que ce qu'elle nous révèle n'appartient qu'à elle, et il nous est impossible de le saisir, même si on a le sentiment que tout est là, devant nous, à portée de main. Comme si une telle nudité, une telle manière de s'ouvrir au monde et de s'offrir pleinement à la vue, en toute sincérité, était un geste qui nous était trop étranger à nous qui préférons rester cachés derrière notre subjectivité.
Et ce faisant, Scarlett nous révèle notre scepticisme, puisqu'elle nous montre que nous sommes séparés d'elle, isolés, même lorsqu'elle se dévoile entièrement à nous. Elle nous montre au fond que nous ne pouvons en aucun cas posséder l'autre, que nous ne pouvons pas le connaître en toute certitude et pour l'éternité. La seule chose que nous pouvons faire devant cette image, c'est reconnaître l'altérité de Scarlett. Ce que nous montre Scarlett, finalement, c'est qu'on ne peut pas se guérir du scepticisme, car ce serait nier que nous sommes réellement isolés les uns des autres. Il faut au contraire accepter notre isolation comme un fait naturel. Et si on reconnaît cette isolation, il faut accepter aussi, comme le fait Scarlett et les stars en général, qu'on a la responsabilité de considérer les autres comme des pairs, des êtres humains comme nous, et la responsabilité aussi d'exprimer notre vie intérieure, de revendiquer notre existence parce que personne ne peut performer notre cogito pour nous, ou parce que personne ne peut nous reconnaître si on ne commence pas d'abord par oser se mettre de l'avant, au risque d'être incompris. Et pour exprimer notre vie intérieure, revendiquer notre existence, on n'a rien de plus, mais rien de moins que notre corps. C'est là toute la force des stars, qui, dans les mots de Cavell, nous émeuvent par leur knowing unknownness, par leur capacité à se dévoiler tout en restant privées. Les stars nous sont inaccessibles, non pas parce qu'elles sont riches ou parce qu'elles ont une vie rêvée ou une beauté idéale, mais au contraire et paradoxalement parce qu'au cinéma, elles sont entièrement et totalement là. Rien ne se tient entre elles et leur présence au monde. De plus, dans le cas des stars féminines, ce geste d'affirmation leur permet de révéler la médiocrité du monde. Parce que les femmes de ces films réclament, par leur affirmation, réclament leur droit de juger ce monde incapable de les reconnaître. Quand elles se détournent du monde, c'est pour refuser et transcender cette médiocrité. Mais ce faisant, elles risquent encore et toujours de s'isoler, puisque ce monde est incapable de les de comprendre leurs différences, leur individualité, d'où le mélodrame, les larmes et leur valeur de contestation. Comme s'il n'y avait donc aucune façon pour ces personnages de faire partie de ce monde. C'est aussi ce que nous avons dans Under the Skin. Je disais que devant l'image du miroir, la seule chose que l'on puisse faire, c'est reconnaître l'altérité de Scarlett, mais évidemment, il n'est pas garanti que tous les spectateurs le fassent, et même il est garanti que certains ne le feront pas. C'est ce que le film nous signale par le viol subséquent et la peau arrachée de Scarlett. Comme pour les femmes inconnues, il n'y a pas de place pour Scarlett dans ce monde. Le propos du film pourrait ainsi être résumé par une phrase assez célèbre de Cavell: « Rien n'est plus humain que le souhait de nier l'humanité des autres ou de revendiquer la sienne aux dépens des autres. » Donc, d'ailleurs, la violence est telle dans ce film de Glazer qu'il me semble qu'il tente ainsi de nous montrer à quel point la notion de star nous est devenue étrangère, que nous sommes profondément enfoncés dans le scepticisme, que nous ne sommes plus capables de reconnaître Scarlett, peut-être parce que le corps nous apparaît aujourd'hui comme un support inexpressif. D'où une prolifération de films qui adressent ces questions, d'où le déclin de l'acteur au cinéma, devenu secondaire par rapport à la franchise, aux effets spéciaux, à la performance de l'image elle-même, et d'où aussi notre facilité à faire violence au corps d'une star, comme cela arrive souvent à Scarlett dans ses films, ce qui aurait été impensable en 1930. Le corps n'est plus la meilleure image de l'âme humaine, comme disait Wittgenstein, mais au mieux le médium indifférent de notre conscience, et au pire, un leurre. Le lien avec le cyborg, on y arrive, ça vient de là. Dans How We Became Posthumans, Catherine Hales explique comment dans la cybernétique et dans les théories de l'information, on en est venu à penser l'information comme une sorte de flux sans matérialité, ou comme une entité abstraite qui peut passer d'un médium à un autre sans être modifiée. Le cyborg, ou l'idée que la conscience humaine pourrait être downloadée et stockée sur un disque dur, par exemple, dérive en partie de cette conception de l'information. Notre conscience ne serait que de l'information pure, alors elle peut facilement être transférée vers un autre corps ou un tout autre type de support, matériel ou non. De plus, le sujet classique en philosophie, ce que Hales appelle dans cette citation le sujet libéral, est identifié avant tout à son esprit rationnel. Le sujet possède un corps, mais il n'est pas identifié par son corps. Et c'est justement parce que le corps n'est pas identifié à notre conscience qu'il est possible de déclarer que ce modèle est universel, sans considération pour les marqueurs de genre, de race ou d'ethnie qui sont inscrits dans ou sur notre corps. Donc, c'est exactement ce que nous dit le Ghost in the Shell de Rupert Sanders. La conscience humaine est de l'information pure que l'on peut facilement transposer d'un corps humain à un corps synthétique. Comme dans ce film, on transpose un cerveau humain dans un androïde. Si Anchor Robotics, la compagnie qui a fabriqué le corps de Scarlett, n'avait pas effacé sa mémoire, tout porte à croire que l'identité passée de Scarlett n'aurait pas été modifiée par ce changement de corps, ou en tout cas le film escamote cette réflexion. En ce sens, les accusations de whitewashing portées contre le film étaient plutôt justes, puisqu'on essaie de nous faire croire qu'en prenant le cerveau d'une jeune femme asiatique et en le transposant dans le corps synthétique, mais portant les marqueurs évidents d'une femme occidentale, il n'y aurait aucune différence. Ou s'il y a une différence, elle ne se trouverait pas à ce niveau. C'est donc pas un hasard si le concept du cyborg avait été récupéré par des féministes comme Donna Haraway. C'était pour elle une manière de réinscrire l'importance du corps, du médium, de l'incarnation dans nos définitions identitaires, pour échapper d'une part à cette définition du sujet libéral comme un esprit rationnel sans corps, et d'autre part pour échapper au binarisme des genres typiques de cet esprit libéral. On a ici des citations de Haraway qui font dans ce sens.
Le cyborg devient une manière de repenser le lien de l'esprit au corps, de souligner l'importance de l'embodiment, de l'incarnation de l'information ou de la conscience, tout en le faisant à partir d'une imagerie qui permet de dépasser le dualisme par lequel on a imaginé jusqu'à maintenant nos corps. C'est tout ce dernier paragraphe qui clôt le manifeste Cyborg d'Haraway qu'on a ici, et c'est aussi le projet du post-humaniste tel que Hales le conçoit. Pour résumer cette longue citation, il faut profiter de ce moment tournant dans notre pensée sur notre corps pour y inscrire la chair dans notre conception de la subjectivité. Et ça me semble évident que c'est aussi le projet de Scarlett. Dans Ghost in the Shell, par exemple, son interprétation complexifie le propos du film. Parce que dans sa manière d'habiter l'espace par son corps ou dans sa démarche et son attitude, je pense à sa manière, par exemple, de balancer ses bras en marchant à un rythme trop régulier, parfait, dans un autre mouvement qui semble donner l'élan à son corps, incapable de dévier de sa trajectoire, ou encore au fait qu'elle ne semble exécuter que les mouvements nécessaires, fonctionnels, dirigés dans une intention précise et évidente. Scarlett nous montre ainsi l'effort qu'elle fait pour apprivoiser ce corps qui est pourtant le sien, pour retrouver une expression perdue, jusque dans une scène de miroir mélancolique, comme si Scarlett constatait qu'elle ne peut plus atteindre la plénitude d'Under the Skin, du moins pas à ce moment du film. Dans le cas de Ghost in the Shell, elle a été mise de force dans la position de la femme inconnue, à laquelle elle tente d'échapper. Comment peut-elle y arriver? Chez Cavell, dans les mélodrames qu'il analyse, revendiquer son existence prend la forme d'une transformation, généralement marquée par des changements de costume et de maquillage. Et l'une des propriétés importantes du cinéma pour lui, c'est cette transfiguration violente de créatures de chair et de sang que le cinéma recrée en les projetant sur un écran. Autrement dit, les mélodrames de la femme inconnue réfléchissent à ce qu'est une star, à cette transformation qui s'opère quand une actrice devient une figure filmique, de la lumière projetée sur un écran. Chez Scarlett aussi, revendiquer son existence entraîne une métamorphose. Je pense à Girl with a Pearly Ring, où elle devient une peinture de Vermeer. À Her, où elle transcende sa programmation de système d'exploitation pour aller vers un monde inconnu. À Lucy, où elle devient essentiellement la matrice. Mais le cas le plus intéressant se trouve, on s'en doute, dans Nanny Diaries. Après avoir été renvoyée, Scarlett cherche la Nannycam, une caméra cachée par ses employeurs pour la surveiller à son insu. Elle va alors détourner cette caméra qui sert à l'assujettir pour s'adresser à travers elle à ses employeurs, pour donc revendiquer son existence grâce à cette caméra qui la réduisait à un objet. C'est donc par une Nannycam, par un dispositif cinématographique, que Scarlett Johansson, l'actrice en chair et en os, nous montre comment, en performant son existence, en se révélant devant une caméra, en affrontant son scepticisme, c'est-à-dire en osant s'affirmer comme Annie devant une Nannycam, c'est ainsi donc qu'elle devient Scarlett, la star faite de lumière projetée sur un écran. Ce qui mène à cette scène absolument incroyable où un public de mères, les patronnes de Nanny de l'Upper East Side, regardent la vidéo de Scarlett si émouvante qu'elle va changer la perception de son public. La scène est présentée dans un split screen où la frontière entre les deux mondes est effacée. On a là toute l'ontologie du cinéma de Cavell, comme quoi le cinéma est un monde passé auquel nous sommes présents. Le cinéma nous rend présents à la star, à une star à laquelle nous sommes pourtant absents. Je disais plutôt que la star nous semble inaccessible, même si nous avons l'impression qu'elle est là totalement présente. C'est que la performance de la star, sa façon de révéler sa présence au monde tout en restant privée, est redoublée par l'ontologie du cinéma, par le fait que devant une image photographique, nous avons envie de dire que nous sommes en présence de Scarlett, même si évidemment elle n'est pas là. La star se crée à même les puissances du cinéma et ce faisant, elle les révèle. Ce split screen génial nous montre finalement que Scarlett incarne le cinéma. Elle devient le cinéma en s'emparant de son dispositif. Et ce faisant, Scarlett nous fait bien voir ce lien profond entre le cinéma et le cyborg, ou comment le cinéma nous amène à accepter, depuis plus d'un siècle déjà, l'idée du cyborg dans sa définition féministe. Après tout, devant un film narratif en prise de vue réelle, nous interprétons les comportements des personnages comme s'il s'agissait d'êtres humains en chair et en os, même s'ils ne sont en réalité que de la lumière projetée sur une toile. La star, c'est déjà un cyborg. C'est un être humain qui a transcendé sa condition et qui nous émeut par sa présence. Une présence qui défie le temps et l'espace grâce à des moyens mécaniques, à des appareils, de la caméra au projecteur. C'est quelqu'un qui s'est donc emparé du dispositif du cinéma pour revendiquer son existence grâce à une performance corporelle, comme dans la scène formidable qu'on a ici de Nanny Diaries. Remarquons aussi que pour Scarlett, comme pour les femmes inconnues de Cavell, ce devenir cyborg est une résistance à l'objectification du corps de la femme par la caméra. C'est aussi à cette idée que nous renvoie le corps synthétique de Ghost in the Shell, un corps qui appartient à Inca Robotics, donc à Hollywood. Comme dans Nanny Diaries, les employeurs de Scarlett la regardent comme une esclave, ou comme dans Girl with a Pearly Ring, le mécène producteur veut la posséder. Pour Scarlett, devenir une cyborg ou une star, c'est donc une manière d'échapper à ce regard mâle, possessif, en affirmant sa subjectivité à travers un nouveau corps qu'elle s'est approprié, qu'elle a défini elle-même. D'où ces scènes de transcendance à la fin de ses films, ou lui permettant d'échapper aux mains des producteurs.
c'est aussi une manière de signaler la nécessité de se réinventer. Si la star est un genre à elle-même, c'est parce qu'elle joue toujours le même rôle, celle d'une étrangère errant dans les marches du monde dans le cas de Scarlett. La star est condamnée à une répétition potentiellement réifiante. Alors il faut faire de cette répétition une reprise, pour citer Kierkegaard, et ainsi se recréer pour mieux devenir soi-même. Chez Cavell, c'est ce qu'il appelle le perfectionnisme moral. Moins une philosophie en elle-même qu'un courant dans l'histoire de la philosophie, passant de Platon à Aristote à Emerson et Nietzsche, de Kant à Heidegger et Wittgenstein ou Kierkegaard, pour aboutir à Hollywood, qui propose sa propre version de ce perfectionnisme, qui serait donc une manière de surmonter le scepticisme, temporairement parce qu'il est impossible de s'en guérir, et ainsi atteindre une sorte de nouveau stade du moi, un stade temporaire, bien sûr, encore et toujours à dépasser. On est bien dans le devenir, la reprise, etc. Donc oui, Scarlett a joué dans Her, dans Lucy, les Avengers et Ghost in the Shell. Mais il me semble que The Nanny Diaries reste son plus limpide manifeste cyborg. Sa filmographie des dernières années, en tout cas, essaie de nous montrer que si le cyborg peut bien être un retrait de l'humanité dans la machine, une manière de fuir notre humanité, il est important de souligner que le cyborg peut aussi être notre devenir, que c'est par lui que nous allons pouvoir réinscrire la chair dans la subjectivité dans la chair. Le cyborg ainsi défini nous rappelle qu'aussi difficile soit l'expression, c'est tout ce que nous avons. Alors le corps n'est pas un obstacle à franchir pour atteindre une sorte de stade idéal de pur esprit rationnel. En même temps, c'est pas un hasard si ce thème apparaît aujourd'hui. C'est aussi parce que la star est en voie de disparition, parce que le corps de l'acteur est de plus en plus souvent caché sous plusieurs couches de CGI. Alors si Scarlett, dans ses derniers films, semble vouloir retrouver une sorte d'humanité perdue, c'est aussi pour nous rappeler que derrière le motion capture, par exemple, il y a encore de l'humain. Ou plus exactement, il est nécessaire d'affirmer l'humain à travers cette technologie du cinéma qui pourrait paraître au premier abord désincarnée. Donc, plutôt que de céder à une nostalgie de la star pré-CGI, Scarlett tente de se façonner un avenir à même la matière du cinéma d'aujourd'hui, en répétant comme un mantra la célèbre dernière phrase du manifeste d'Haraway, avec la même teinte d'ironie, j'aime imaginer, « I would rather be a cyborg than a goddess ». C'est un avenir, il me semble, qu'il nous faudrait embrasser avec elle.